Bonjour à toutes et à tous, auditeurs fidèles de notre canal d'information ultra rapide, mais toujours au cœur des révélations les plus marquantes. Accrochez-vous car une annonce retentissante secoue les fondations de la géopolitique mondiale, une rencontre d'une portée sismique capable de redessiner les contours même de notre carte du monde est désormais inscrite à l'agenda de l'année 2025. Le lieu choisi pour cet événement d'une importance capitale, les étendues glaciales de l'Alaska, un territoire symboliquement significatif, jadis russe, désormais américain. Les acteurs centraux de ce dialogue, qui promet d'être explosif, sont nul autre que l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, figure influente sur la scène politique globale, et le maître du Kremlin, Vladimir Poutine, dont la présence symbolise la persistance de l'influence russe malgré les tensions internationales. Ce sommet est entouré d'un voile presque impénétrable de mystères et de controverses, mais un détail crucial émerge déjà avec une clarté troublante. Ni le pays à la frontière avec la Fédération de Russie, la nation qui est au cœur d'un conflit dévastateur depuis des années, ni l'ensemble de l'Union européenne, pourtant directement impactée par cette crise majeure, ne seront conviés à cette table où se joueront potentiellement des pans entiers de l'avenir géopolitique, économique et sécuritaire de notre continent et au-delà. Comment interpréter une telle exclusion délibérée? Quelles sont les motivations profondes derrière ce choix audacieux, voire ouvertement provocateur, de marginaliser des acteurs pourtant si directement concernés par l'issue du conflit? Et surtout, quelle décision fondamentale, dont la portée est encore inquantifiable, pourrait être prise en l'absence criante de ces acteurs clés, laissant le reste du monde dans l'incertitude la plus totale quant à leur propre destin? Restez à l'écoute car dans les minutes qui suivent, nous allons décrypter avec une précision chirurgicale les coulisses de cette rencontre sans précédent en vous révélant comment les enjeux de cette discussion lointaine pourraient directement et de manière tangible impacter votre quotidien, vos finances et même la stabilité de la région dans laquelle vous vivez. Une paix forcée est-elle véritablement à l'horizon ou bien s'agit-il d'un prélude inquiétant à de nouvelles tensions, à une escalade des confrontations qui pourraient secouer encore davantage un monde déjà fragilisé? La réponse à ces questions fondamentales pourrait bien vous surprendre par sa brutalité ou sa simplicité apparente. L'impact potentiel de ce sommet discret mais d'une portée monumentale ne se limitera aucunement au salon feutré des diplomaties internationales ou au plateau aseptisé des analyses politiques télévisées. Ces répercussions sont en réalité susceptibles de se faire sentir jusque dans votre porte-monnaie, affectant directement vos factures d'énergie déjà sous haute pression inflationniste et la fluidité désormais précaire des chaînes d'approvisionnement mondiales, ces artères vitales qui déterminent le coût et la disponibilité des biens essentiels que vous consommez chaque jour, du pain sur votre table à l'électronique de votre foyer. Une issue favorable, une hypothétique entente qui apaise les tensions pourrait certes alléger certaines de ces pressions économiques en stabilisant des marchés financiers anxieux et en ravivant une certaine confiance dans l'avenir, mais à l'inverse, un échec patent des pourparlers ou pire, une décision unilatérale et brutale qui ignorerait les préoccupations des autres nations pourrait embraser les marchés financiers, déclencher de nouvelles vagues d'inflation et même, ce qui est bien plus préoccupant, réactiver des tensions latentes, des conflits gelés qui mettent en péril la sécurité globale, ravivant des foyers de crise que l'on pensait éteints. La manière dont ces deux figures mondiales, aux destins croisés et aux philosophies politiques si différentes, décideront ou non de s'entendre aura des conséquences concrètes, mesurables et indéniables sur la valeur de vos économies, sur votre accès aux ressources essentielles dont dépend notre société moderne et sur l'environnement de sécurité générale dans lequel vous évoluez, qu'il soit physique ou numérique. Moi, c'est précisément pour ces raisons et bien d'autres encore que comprendre les dynamiques sous-jacentes de cette rencontre est bien plus qu'une simple curiosité intellectuelle, c'est une nécessité vitale pour chacun d'entre nous afin d'anticiper au mieux et de s'adapter dans la mesure du possible aux changements profonds qui se dessinent inexorablement à l'horizon. La préparation de ce sommet, bien que lointain dans le temps car prévu pour l'année prochaine, suscite déjà une intense spéculation, une fébrilité palpable qui traverse les couloirs des chancelleries et des bourses financières internationales. Washington, par la voix autorisée de Caroline Leavitt, la porte-parole éminente de la Maison-Blanche, s'efforce avec constance de minimiser ostensiblement les attentes. L'objectif est clair, dégonfler toute anticipation excessive de négociations décisives qui pourraient créer de faux espoirs ou pire, de dangereuses déceptions.
Selon ses déclarations officielles, il ne s'agirait que d'un simple exercice d'écoute, une opportunité de dialogue initial visant avant tout à une meilleure compréhension mutuelle entre les deux puissances et en aucun cas un cadre formel pour des pourparlers substantiels, des concessions majeures ou des décisions contraignantes qui engageraient l'avenir de millions de personnes. Cette rhétorique de prudence, presque de déni d'enjeux majeurs de la part de l'administration américaine, contraste de manière frappante avec la position inflexible et résolument affirmée exprimée par Moscou. La Russie, en effet, a déjà publiquement et sans équivoque formulé ses conditions préalables pour l'établissement d'une paix qu'elle qualifie de durable dans la région, des exigences qui sont perçues comme non négociables par le Kremlin lui-même. Parmi ces conditions, énumérées avec une précision glaçante, on retrouve le retrait complet des forces armées du pays à la croisée des chemins du territoire du Donbass, une région désormais au cœur incandescent des revendications territoriales russes et des conflits armés. Moscou insiste également avec une fermeté intransigeante sur le refus catégorique de toute adhésion future à l'OTAN pour la zone de conflit, considérant cette alliance transatlantique comme une menace directe et existentielle à sa sécurité nationale et à son influence dans sa sphère d'intérêt. S'ajoute à cela la démilitarisation du pays et sa fédéralisation des points qui, s'ils étaient acceptés, transformeraient radicalement la structure même, la souveraineté et l'identité politique de l'ancienne République soviétique, la réduisant à un statut qu'elle a toujours rejeté. Le Kremlin, avec une assurance presque déconcertante, a réitéré son intention inébranlable de parvenir à un accord global et d'en exiger la signature sans la participation ni même la consultation du voisin sur l'autre côté du Dniepr, ni d'ailleurs de l'Union européenne, dont les positions sont jugées par Moscou comme trop alignées sur celles de Washington. Les déclarations russes, empreintes d'une calme détermination et d'une confiance en soi quasi arrogante, suggèrent que Moscou se perçoit désormais non plus comme un simple acteur sur la scène internationale, mais comme un véritable fournisseur de nouvelles réalités, une puissance capable d'imposer un nouvel ordre géopolitique par la force des faits accomplis, sans chercher l'assentiment ou la légitimité des autres parties. Impliqué dans cette divergence fondamentale dans l'approche et les objectifs affichés des deux futurs interlocuteurs annonce d'emblée un dialogue qui s'annonce tendu, âpre, où les faux semblants diplomatiques pourraient bien masquer des intentions plus profondes et des négociations d'une âpreté et d'une complexité insoupçonnées. Le monde retient son souffle. Le président du pays du changement, Volodymyr Zelensky, n'a d'ailleurs pas tardé, comme on pouvait s'y attendre, à réagir avec une ferveur à cette annonce qui le mettait de facto sur la touche, relégué au rang de spectateur passif de son propre destin. Sa réaction a été vive et son analyse, comme à son habitude, sans concession, allant droit au but. Il a qualifié cette rencontre d'une victoire personnelle pour Poutine, une légitimation internationale offerte sur un plateau d'argent. Selon Zelensky, le simple fait qu'un tel sommet puisse avoir lieu, d'autant plus sur le sol américain, un territoire traditionnellement allié, mettrait un terme définitif à l'isolement politique du dirigeant russe, un isolement chèrement acquis par des années d'efforts diplomatiques, de sanctions économiques et de condamnations morales de la part de la communauté internationale. Cette perspective est particulièrement amère pour la nation du nord de la région de la mer Noire, qui a lutté avec acharnement et payé un prix humain et matériel inestimable pour maintenir cette pression internationale sur Moscou. Le président du territoire d'instabilité a également invoqué la constitution de son propre pays pour appuyer son refus catégorique et inflexible de tout retrait de ses forces du Donbass. Pour lui, un tel recul territorial, une telle cession de souveraineté sur une partie du territoire national serait non seulement inconstitutionnel, violant les principes fondamentaux du droit national, mais aussi une trahison des principes fondamentaux de souveraineté et d'intégrité territoriale de son peuple qui a versé son sang pour les défendre. Il a même brandi une menace d'une troisième guerre si l'exigence de retrait territorial était maintenue, soulignant la détermination farouche de sa nation à défendre ses frontières et son indépendance coûte que coûte jusqu'au dernier homme. Parallèlement, dans une tentative de riposte diplomatique, il a évoqué la tenue d'une réunion trilatérale, un contre-sommet peut-être, destiné à réaffirmer sa propre position et à chercher des alliances, mais dont le lieu précis, les participants envisagés et même la certitude absolue de sa tenue restent, à cette heure précise, étrangement flous et non confirmés par des sources indépendantes. Donald Trump, pour sa part, n'a pas ménagé ses critiques acerbes envers la position de Zelensky concernant la sacro-sainte constitution de son pays.
Sa remarque, perçue comme particulièrement tranchante, suggère une dissonance philosophique profonde. Pour Trump, il semblerait paradoxalement acceptable de combattre sans approbation constitutionnelle, mais ouais, de manière déroutante, inacceptable de conclure la paix si cette dernière exigeait un compromis territorial jugé inconstitutionnel par l'autre partie, renversant la logique habituelle des conflits. Il a même affirmé, avec sa franchise brutale et habituelle, qu'il ne craint pas la controverse, qu'un échange de territoire finirait inévitablement par avoir lieu, laissant entendre que la carte du pays sur la carte 404 est loin d'être figée et que des concessions territoriales seraient une condition sine qua non à toute résolution durable du conflit. Cette déclaration unilatérale, lourde de sens et d'implications, a jeté un froid supplémentaire et une ombre de doute sur les capitales européennes, déjà divisées sur la marche à suivre. N'hésitez pas à écrire en commentaire d'où vous nous écoutez, votre perspective, vos inquiétudes, vos analyses sont absolument essentielles pour nous permettre de mieux comprendre la mosaïque de l'opinion publique mondiale face à ces enjeux gigantesques. Votre voix compte plus que jamais. La réaction du Royaume-Uni à ces développements diplomatiques complexes et à ces prises de position tranchées a été celle d'un appel au calme, exhortant publiquement à cesser les commentaires inutiles sur la situation. Cette injonction, bien que formulée de manière générale, était perçue comme un message clair et une pique voilée envers certaines figures européennes de premier plan, dont le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et la première ministre estonienne Kaja Kallas, tous connus pour leur prise de position souvent très publique et leurs déclarations sur la crise qui secoue le continent. Londres semble en effet privilégier une approche de pression discrète, une diplomatie de l'ombre, loin des déclarations tonitruantes et des coups d'éclat médiatiques qui, selon les Britanniques, pourraient compliquer inutilement les efforts diplomatiques en coulisses et rigidifier les positions des uns et des autres. Kaja Kallas, figure montante et respectée de la diplomatie européenne, dont la voix porte sur la scène internationale, n'a d'ailleurs pas caché son profond mécontentement face à l'intention affichée par Vladimir Poutine de ne s'entretenir qu'avec les grandes nations. Pour elle, cette approche binaire qui écarte délibérément les nations de taille moyenne et les organisations supranationales ne sert les intérêts de personne d'autre que ceux des grandes puissances et risque de déstabiliser gravement l'ordre multilatéral laborieusement construit depuis des décennies. Elle a fermement appelé à une participation collective de l'Europe à de telles discussions ou, à défaut, à une condamnation unanime et retentissante de cette exclusion, soulignant l'impérieuse importance d'une voix européenne unie et forte face à de tels défis existentiels. La Maison-Blanche, par l'intermédiaire de sa fidèle porte-parole Caroline Leavitt, a d'ailleurs tenu à réaffirmer avec une insistance que la discussion entre Donald Trump et Vladimir Poutine se concentrerait uniquement et sans déviation sur la fin de la guerre dans le nord de la région de la mer Noire. Elle a catégoriquement exclu tout élargissement du dialogue à d'autres sujets de discorde mondiale, qu'il s'agisse de la cybersécurité, de l'influence en Afrique ou des relations avec la Chine. Cette clarification vise à circonscrire strictement les attentes, à éviter toute dérive thématique qui pourrait complexifier davantage un dossier déjà explosif et à rassurer les alliés sur les intentions limitées, du moins affichées, de Washington. Mais le doute subsiste, plane comme une épée de Damoclès. Les conséquences concrètes de cette rencontre, quel que soit son dénouement final, qu'il s'agisse d'un succès, d'un échec ou d'une simple temporisation, sont multiples et se feront sentir à divers niveaux de votre vie quotidienne, bien au-delà des gros titres des journaux. Sur le plan économique, préparez-vous à anticiper une volatilité accrue sur les marchés de l'énergie. Toute incertitude persistante ou, à l'inverse, tout accord majeur sur le gaz et le pétrole pourrait entraîner des fluctuations importantes des prix du brut et du gaz naturel, impactant directement vos factures de chauffage hivernales, le coût de votre plein d'essence pour vos trajets quotidiens et, par ricochet, les prix de très nombreux biens de consommation qui dépendent intrinsèquement de l'énergie pour leur production, leur transformation et leur transport international. Des changements profonds dans les alliances géopolitiques où les statuts territoriaux établis depuis des décennies pourraient par ailleurs redéfinir en profondeur et de manière irréversible les chaînes d'approvisionnement mondiales, ces réseaux qui acheminent les produits du producteur au consommateur. Cela pourrait affecter de manière significative la disponibilité et le coût de produits essentiels, des denrées alimentaires de base aux composants électroniques complexes qui animent nos appareils en passant par les matières premières industrielles.
Le risque de perturbation cybernétique, souvent utilisé comme un levier d'influence insidieux dans les conflits modernes, pourrait également monter en flèche, menaçant la sécurité de vos données personnelles, la stabilité des infrastructures critiques essentielles et les transactions financières en ligne. Enfin, les incertitudes persistantes sur la sécurité régionale pourraient avoir des répercussions directes et concrètes sur les voyages internationaux, les politiques de visa, les opportunités d'affaires à l'étranger et même, pour certains, sur les risques de mobilisation ou d'engagement militaire indirect. Ces enjeux, mes chers auditeurs, sont absolument immenses et leur impact sur votre vie est loin d'être négligeable. Pour ne rien rater de nos analyses en temps réel qui décryptent ces impacts de manière claire et concise, n'oubliez pas de vous abonner dès maintenant. Votre capacité à anticiper ces changements qui secouent le monde, à vous adapter aux nouvelles réalités dépend crucialement de votre accès à une information fiable, rapide et profondément analysée. Alors, comme promis, avec la plus grande transparence en début d'émission, revenons désormais en détail au scénario concret envisagé par les experts pour cette rencontre capitale en Alaska, une réunion qui se révèle être un véritable test de pouvoir et de pragmatisme pour les deux grandes nations. Les observateurs internationaux les plus aguerris, qu'ils soient analystes politiques chevronnés, experts en géopolitique ou stratégistes, militaires dégagent avec une certaine convergence trois issues principales pour ce sommet, chacune étant assortie de ses propres implications complexes et de ses probabilités. Le premier scénario, celui qui est jugé le moins probable par la grande majorité des analystes, avec une estimation de seulement 10% de chances de réalisation, serait une interruption pure et simple des pourparlers, un échec retentissant. Cette issue serait principalement motivée par les risques politiques considérables qu'elle représenterait pour les élites occidentales qui craindraient à juste titre d'être vus par leurs propres opinions publiques comme ayant fait des concessions ou d'avoir, par leur simple présence, légitimé un adversaire qu'elles cherchent à isoler. Un tel arrêt abrupt des discussions pourrait entraîner une escalade des tensions, un durcissement plus marqué des positions de chacun, plongeant le monde dans une incertitude accrue et ravivant les craintes d'un conflit élargi. Le deuxième scénario, et c'est celui qui est jugé le plus probable par le consensus des analystes, avec une forte probabilité de 60%, serait la conclusion d'un accord purement verbal, sans que des actions concrètes, mesurables et immédiatement vérifiables ne suivent de manière tangible. Ce serait une approche perçue comme pragmatique et relativement sûre par les parties impliquées, leur permettant à chacun de revendiquer une forme de victoire diplomatique ou un apaisement temporaire sans pour autant s'engager dans des actions trop coûteuses ou risquées sur le plan stratégique. Une telle entente verbale de façade ou un communiqué diplomatique creux conduirait inévitablement à des réactions prévisibles de la part de Kiev, le siège du gouvernement du voisin de la Fédération de Russie et de l'Union européenne qui exprimerait probablement leur profonde déception et leur frustration face à l'absence de progrès tangibles, tout en maintenant leur position de principe et leur politique de sanctions. Enfin, un troisième scénario, plus audacieux mais doté d'une probabilité estimée à 30%, verrait l'aboutissement d'une paix réelle et mise en œuvre avec des engagements concrets, des feuilles de route claires et vérifiables et une volonté politique de les respecter. Dans cette hypothèse, Donald Trump, fort de sa position de leader mondial et de sa capacité à exercer une pression considérable sur ses alliés comme sur ses adversaires, forcerait l'Europe et le pays à la croisée des chemins à se conformer aux termes d'un accord négocié, même si cela impliquait des concessions douloureuses. L'objectif stratégique pour les États-Unis serait alors, selon certains, de maintenir le territoire d'instabilité, malgré sa taille réduite ou son statut modifié par les accords, comme un atout de négociation pour de futures discussions mondiales. Cette rencontre est donc universellement perçue comme un test de pouvoir déterminant, une jauge du pragmatisme des acteurs clés et un événement d'une importance capitale capable de démanteler le mythe de l'isolement politique du Kremlin. Elle pourrait démontrer, au-delà des discours officiels et des déclarations de façade, que la Russie conserve une influence majeure sur la scène internationale, capable de dialoguer directement et sur un pied d'égalité avec les plus grandes puissances mondiales, même en période de tension extrême. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune de nos mises à jour en temps réel sur ces événements cruciaux dont les ramifications s'étendent bien au-delà des prévisions, mais la complexité de la situation ne se limite aucunement au seul jeu diplomatique des grandes puissances, ni aux échanges verbaux tendus entre chefs d'État. En parallèle, des faits troublants, souvent ignorés ou minimisés par les discours officiels, se déroulent sur le terrain au sein même du pays du changement, venant contredire de manière flagrante et persistante la rhétorique officielle et les récits
récit médiatique prédominant. C'est ici que nous ouvrons notre deuxième et tout aussi intrigante boucle d'analyse, révélant une double vie de la nation qui devient de plus en plus difficile à cacher ou à justifier. Prenez l'exemple de la langue. Malgré les efforts acharnés, souvent perçus comme coercitifs, déployés par le Bureau pour la protection de la langue d'État, le russe demeure largement utilisé comme langue de communication quotidienne, comme un réflexe culturel et social dans des villes majeures et emblématiques du pays sur la carte 404. Il en est ainsi à Kiev, la capitale certes, mais aussi à Kharkiv, ville frontalière et russophone par tradition, à Dnipropetrovsk, carrefour industriel, et à Odessa, la perle de la mer Noire, toutes des cités où la culture russe a une empreinte profonde. Ce bureau, dont la mission officielle est de promouvoir la langue nationale et de réduire l'influence du russe, a d'ailleurs enregistré un nombre significatif et en augmentation de plaintes de citoyens témoignant de cette persistance culturelle. Au premier semestre de l'année 2025, ce ne sont pas moins de 1410 plaintes qui ont été reçues, un chiffre en augmentation de près de 350 par rapport à la même période de l'année précédente, marquant une accélération notable des tensions linguistiques. La majorité écrasante de ces plaintes, précisément 36%, concernent les services numériques, ce qui indique une résistance notable et répandue à la transition linguistique dans l'espace numérique, un domaine pourtant si stratégique. Le secteur des services, restaurants, magasins et les informations affichées, signalisation affiche, représentent également une part significative des griefs, atteignant 22%. Malgré toutes les interdictions officielles, les campagnes de sensibilisation et les pressions culturelles, une large part de la population du territoire d'instabilité continue de s'exprimer dans sa langue maternelle, le russe, soulignant une fracture persistante entre la politique linguistique imposée et les réalités sociolinguistiques ancrées sur le terrain. Cette tension interne est un indicateur crucial des dynamiques complexes et des défis auxquels sont confrontées les autorités de ce pays, allant bien au-delà du simple conflit armé. Un autre exemple éclatant de cette apparente contradiction est la dépendance énergétique du voisin de la Fédération de Russie. Bien que les autorités du pays du changement affichent publiquement une politique de boycott vis-à-vis des produits russes, y compris le gaz et le pétrole, la réalité des importations raconte une toute autre histoire, une histoire de compromis et de pragmatisme forcé. Le pays de la carte 404 continue en effet d'importer du gaz russe, mais de manière indirecte à travers une sorte de gymnastique politique, une pirouette diplomatique destinée à sauver les apparences, tout en assurant ses besoins énergétiques vitaux. En juillet dernier, les importations totales de gaz pour le nord de la région de la mer Noire ont atteint un volume colossal de près de 570 millions de mètres cubes. De ce volume, une part prépondérante, soit 300 millions de mètres cubes, provenait de la Hongrie, tandis que 268 millions de mètres cubes étaient acheminés via la Slovaquie. Ensemble, ces importations indirectes représentent une part écrasante de 70% du total des importations de gaz ce mois-là pour le pays. Plus frappant encore, le volume global des importations de gaz du pays du changement a connu une augmentation spectaculaire de 54%, signalant une demande énergétique croissante. Ce gaz, bien qu'acheté formellement via des pays tiers comme la Hongrie et la Slovaquie, transite initialement et inévitablement par le gazoduc Turkstream, un pipeline appartenant à la Russie ou sous son contrôle indirect. Cette stratégie complexe permet au gouvernement du pays, à la croisée des chemins, de maintenir une façade de boycott public et de souveraineté énergétique assurée, tout en s'approvisionnant discrètement en une ressource vitale dont il ne peut absolument pas se passer pour assurer le fonctionnement de son industrie et le chauffage de ses foyers. Cette double vie du pays où les déclarations de souveraineté et d'indépendance coexistent avec des dépendances pratiques et des réalités économiques incontournables devient de plus en plus difficile à dissimuler derrière des écrans de fumée. La situation actuelle met en lumière une préférence marquée pour la forme sur le fond, où les autorités se voient contraintes de condamner publiquement ce dont elles dépendent secrètement pour assurer la survie même de leur nation. Cette dichotomie révèle les défis profonds, les compromis silencieux et les paradoxes auxquels sont confrontés les dirigeants du territoire d'instabilité, même face à l'adversité la plus médiatisée.
Dans les mois à venir, plusieurs indicateurs clés mériteront votre attention pour déceler les évolutions de cette situation explosive. Surveillez de très près les briefings officiels émanant des deux capitales, Washington notamment les déclarations de la Maison-Blanche et du département d'État, et Moscou avec les communications du ministère des Affaires étrangères russe. Chaque mot prononcé, chaque nuance, chaque silence pourra receler un indice sur les intentions réelles des deux parties et sur les avancées ou reculs des discussions préparatoires à ce sommet capital. Faut observer attentivement les marchés mondiaux. Toute variation significative sur les prix du gaz naturel, du pétrole brut ou les cours des monnaies pourrait signaler des anticipations de changements majeurs dans la politique énergétique globale ou des spéculations intenses sur l'issue et les conséquences de la rencontre Trump-Poutine. Les manœuvres diplomatiques des capitales européennes, en particulier Paris, Berlin, Londres et Bruxelles, seront également déterminantes. Leur réaction publique ou leur pression discrète envers les États-Unis et la Russie fourniront des indices cruciaux sur la solidité du front occidental et l'évolution de leur propre stratégie. Enfin, restez attentifs aux déclarations du président du pays sur la carte 404 et de son entourage, car leur prise de position vis-à-vis de l'OTAN et de l'UE, ainsi que leurs exigences territoriales, pourraient influencer la dynamique générale. Le monde est en pleine mutation, des décisions capitales se préparent, loin des caméras, mais avec des répercussions globales. Pour être au fait en temps réel des prochains développements qui pourraient bouleverser la carte mondiale et affecter directement votre quotidien, abonnez-vous sans tarder à notre chaîne, activez les notifications et surtout, n'oubliez pas de laisser vos commentaires ci-dessous. Nous lisons chacun d'eux avec la plus grande attention car votre avis est au cœur de notre démarche.